Ready? You have the cameras rolling? Gave alternative facts to that, but the point Wait a minute, alternative facts? They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that is. President Trump has just been impeached on both Article 1, abuse of power, and on Article 2, obstruction of Congress. I want nothing. I want no quid pro quo. Just this radical left. Will you shut up, man? Listen, who is Vice President Joe Biden has been elected president. Hey, what happened? Come on, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Nous sommes le jeudi 31 décembre. Bienvenue dans le 6e épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Dans 20 jours, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Au programme, le retour de Trump, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 6 janvier, Pence, l'explosion en vol du Parti républicain, puis une question. Et si la fin n'était que le commencement ? Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. Avant de commencer, je veux profiter de l'occasion pour vous remercier une fois encore de votre fidélité. Chaque épisode de La Chute trouve un public de plus en plus large. Et ce succès est la plus belle des récompenses. Je veux aussi vous signaler l'arrivée de mon second podcast, L'Amérique, un long format, une conversation avec un invité qui justement vous raconte son Amérique. La première étape est avec Cédric Fesch, l'ancien correspondant de BFM TV aux États-Unis. Donnez une chance à l'émission, vous ne devriez pas le regretter. Et puis, comme d'habitude, venez me dire ce que vous en avez pensé sur mon compte Twitter, @WilliamRaymond. La chute donc, la dernière de l'année, une année sans pareille, qui a été difficile pour nombreux d'entre nous, mais qui, j'espère, s'achève sur des notes d'espoir. 2021 sera différente. Mais pour Trump, elle s'annonce dans la même couleur que ces derniers mois. Pourtant, c'était il y a quelques jours, autour de Noël, vous savez, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, la trêve des confiseurs. Les coulisses de la chose politique bruissaient alors d'une rumeur. Trump allait finalement être raisonnable et accepter sa défaite. Le New York Post, le tabloïd de Murdoch, le patron de Fox News, l'allié de la première heure, avait sonné la charge. Une lettre ouverte au président pour lui demander de cesser cette folie. Cette folie, continuer à propager des mensonges, s'attaquer aux institutions américaines, tout brûler. Le quotidien expliquait que Trump risquait ainsi de compromettre sa place dans les livres d'histoire. Même son de cloche chez Geraldo Rivera, contributeur de Fox News et ami du président. Là encore, il y était question de raison et de classe. De raison et de classe. Hier, on apprenait que Trump avait décidé de raccourcir ses vacances et de rentrer à Washington. Pour gérer une crise naissante avec l'Iran, mais surtout, préparer son prochain assaut contre son propre pays, le 6 janvier prochain à Washington. Car voilà, sans parler de classe, la raison n'est pas le mode opératoire du président sortant. Surtout pas en ce moment. Surtout pas alors que le tic-tac de la fin de son mandat devient assourdissant. Donc, Trump, au lieu de progressivement ralentir, vient d'accélérer et fonce directement dans le mur avec une seule intention, l'exploser. Ces derniers jours, son activité sur Twitter s'est résumée à deux choses. Des tweets à sa gloire, laissant volontairement planer le doute sur le fait qu'il aurait gagné un prix Nobel. Ce n'est pas le cas. Et surtout, une escalade dans le mensonge. Trump n'a plus peur de rien. Il est en roue libre. Ses tweets sont devenus des copier-coller des pires mensonges de la Trumposphère. Trump ne partage plus des théories de la conspiration. Il est une théorie de la conspiration. Et tout le monde y a droit. Les républicains de Géorgie, par exemple, qui seraient responsables de la plus grande des manipulations. Les démocrates de Pennsylvanie, les juges, les médias, la terre entière. Et désormais, le nouveau rendez-vous, la nouvelle étape du plan, c'est le 6 janvier. Au Congrès, ce n'est pas nouveau. On le sait depuis le 14 décembre et son échec complet a empêché la validation des grands électeurs. Mais désormais, comme tout bon dictateur en herbe qui se respecte, Trump en appelle au pouvoir de la rue. Le 6 janvier, encouragé par Trump lui-même, qui de tweet en tweet livre des indices sur sa probable présence, les rues de Washington résonneront des cris de ses supporters.
et des risques de débordement qui vont avec. Le 6 sera une démonstration de force. D'un côté, l'Amérique MAGA, encadrée par ses Proud Boys. De l'autre, au Congrès, celle de Trump lui-même. Mais avant d'aller là, et puisque vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce sujet, quelques réponses rapides sur ce qui va se passer ce jour-là. D'abord, il faut bien le comprendre, ce moment où la Chambre et le Sénat se réunissent est plus cérémonial qu'autre chose. L'élection n'est pas décidée là. Elle a été dans les urnes, puis tout cela a été validé par les 50 États lors de la certification des grands électeurs le 14 décembre dernier. Contrairement aux rumeurs, plantées par Trump lui-même, Pence ne joue pas un rôle d'arbitre, décidant quel candidat a gagné un État. Pence, c'est un peu le mec qui, sur la scène des Oscars, ouvre l'enveloppe pour annoncer le gagnant. Il ne choisit rien. Pas de liste de grands électeurs alternatifs. Sa tâche, parfaitement définie par l'article 12 de la Constitution, est d'ouvrir les résultats, certifiés publiquement et envoyés par les États. La dernière élection de Miss France avait plus de suspense. Pence a un autre pouvoir, celui de mener les débats de contestation et les votes qui suivront. Et ils suivront. 25 élus républicains de la Chambre des représentants ont annoncé qu'ils suivront Trump dans sa folie. Et au moins un sénateur se joindra à eux. À Pence donc de décider combien de temps durera la mascarade. En 2016, c'était Biden qui présidait la cérémonie. Certains élus démocrates voulaient s'opposer à l'élection de Trump. Biden leur a laissé une dizaine de minutes pour s'exprimer avant de passer au reste. En théorie, les fidèles de Trump vont s'opposer aux résultats dans 6 États et bénéficient d'un laps de 2 heures par contestation avant mise au vote. Pence a donc un seul pouvoir, empêcher ou pas que le Congrès, le cœur des institutions américaines, se transforme ou pas en cirque. On parle de cirque. Vous le savez, je préfère parler de tentative de coup d'État constitutionnel. Je refuse de prendre à la légère les événements dont nous sommes les témoins. Je vais y revenir. Mais d'abord, terminons-en sur le 6. Au terme d'une journée particulière, la victoire de Biden sera confirmée. C'est un secret de polichinelle. Trump le sait. Pourquoi alors? Pourquoi tout ça? Les raisons sont multiples. Jusqu'à son apothéose, le vote du 6 est une formidable excuse pour continuer à lever des fonds. On le sait, Trump utilise la fraude pour remplir les coffres de la PAC créée à son bénéfice. À son seul bénéfice même. Exemple, l'utilisation de la Géorgie et de ses élections sénatoriales pour lever des millions. Et en bout de course, comme le révèle le Huffington Post, ne pas reverser le moindre centime à la cause. Le 6 est donc une formidable histoire à vendre. Mais pas que. Pour Trump, c'est aussi là que se décide demain, 2022 et 2024. Et avec son influence au sein du Parti républicain. En forçant un vote, malgré les avertissements de McConnell, le leader républicain du Sénat, Trump force les républicains à sortir du bois, à afficher publiquement leur allégeance ou leur défiance. Avec une menace publiquement annoncée, Trump fera campagne contre ceux qui ne voteront pas pour sa tentative de coup d'État. Plus effrayant encore pour les sortants en difficulté, il forcera des primaires en présentant ses candidats. Le Parti républicain est en train d'exploser en vol. Pour les 4 prochaines années, il va devenir une machine à vocation unique, le triomphe de Trump. Les têtes ne doivent pas dépasser, la contestation dans les rangs ne sera pas tolérée. Le 6, Trump sera désavoué. Mais il aura sa liste. D'un côté les fidèles, prêts à renier leurs idéaux démocratiques pour une place autour de lui. De l'autre, les traîtres. L'épuration sera sanglante. Mais le Parti républicain ne sera pas la dernière victime de Trump. Je le dis depuis longtemps, Trump est engagé dans une opération de destruction de la démocratie américaine. Ce n'est pas récent. Sa campagne, en 2016, résonnait des mêmes échos de fraude. S'il n'en a pas autant parlé, c'est tout simplement parce qu'il avait gagné. Sinon, j'ignore les motivations profondes de Trump. J'ai mes doutes. Et je vous les exposerai peut-être un jour. Mais je voudrais terminer cet épisode sur une théorie. Pas de moi, mais de Daniel Ziblatt et Steven Levitsky, 2 professeurs de sciences politiques à Harvard, auteurs du livre How Democracies Die, Comment les démocraties meurent. Pour eux, nous sommes en train d'assister à une période extrêmement dangereuse.
à un galop d'essai pour tester les limites de la démocratie américaine et en profiter un jour. Comme, explique-t-il, le remarquait Lénine en définissant la révolution russe de 1905 comme une répétition avant la révolution d'octobre 1917. Ces dernières semaines, Trump a démontré deux choses. Qu'une partie de ses fidèles, élus comme électeurs, sont prêts à rejeter le processus démocratique si le résultat des urnes ne leur convient pas. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Repensez à ce que je viens de dire sur le 6 janvier. Et puis, il a mis à nu la faiblesse de plusieurs étapes du processus électoral américain. Il a identifié les points à attaquer, comme par exemple le pouvoir des assemblées d'État, pouvant refuser la certification des grands électeurs, ou comme le 6 est le pouvoir absolu que lui aurait donné une majorité dans les deux chambres. Pour les deux historiens, le génie est sorti de sa lampe. Ce que Trump vient de dévoiler ne restera pas sans conséquences. Dans un futur plus ou moins proche, des politiques auront la tentation de s'engouffrer dans la brèche et faire sauter le dernier barrage. C'est tout l'enjeu de la chute. Et elle continue demain. Retrouvez La Chute sur Twitter, @WilliamRaymond, #LaChute, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La Chute, un programme produit par Thomas Raymond.